Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose un sujet très intéressant qui nous interpelle tous parce qu'on est tous appelés à consommer plus ou moins de médicaments. Maintenant, quand on est malade, on va voir le docteur. S'il ne nous a pas donné de médicaments, on dit, coudonc, m'as-tu guéri? C'est peut-être pas aussi pire que ça, mais il y a des gens qui raisonnent de cette façon-là. Ça leur prend des médicaments. Et les résultats, ce que j'ai vu récemment, des chiffres qui ont explosé sous mes yeux, les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs de pilules, de médicaments au monde. En Amérique du Nord, on est les pires. On consomme plus que le Canada, qui consomme plus qu'ailleurs aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, et on est les champions là-dedans. Alors, comment ça se fait qu'on est les champions? J'ai pensé inviter le docteur Gaëtan Brouillard, qui a écrit un livre fort intéressant. Si vous ne l'avez pas lu, là, ça vaut la peine. Je pense qu'il est encore disponible. Ouais. Ça s'appelle « La santé repensée. Cessez de chercher la pilule miracle. Agissez différemment ». C'est aux éditions de l'Homme. Salut, docteur Brouillard. Bonjour, Denis. Alors, il paraît que pendant la pandémie, on avait diminué notre consommation, mais là, on est reparti en fou. Là. Ça s'explique comment, ça? Tout à fait, Denis. Tu as raison là-dessus. Premièrement, là, je suis retraité, il faut quand même Ah oui, le dire. c'est vrai. Ouais. Je suis retraité depuis 2 ans. Non, moi, je suis semi-retraité à 2, ça fait qu'on est encore de retraité. On est presque tous retraités. Bon, en 2022, j'ai pris la retraite, carrément, donc du système de pratique, mais je travaille beaucoup quand même au niveau des conférences, de l'écriture, etc. Oui, effectivement, c'est un livre, d'ailleurs, La santé repensée, ça dit « Cessez de chercher la pilule miracle, agissez différemment ». Ben ouais. Agissez. Déjà en 2015, vraiment, il fallait commencer à diminuer cette médication-là qui est, à mon avis, on est surmédicamenté au Québec. Et ce n'est pas nouveau. On a toujours été un petit peu plus, puis on continue encore à l'être, effectivement. Ah, mais pourquoi on l'est tant que ça? Là? Parce que je me souviens vous avez connu le docteur Fernand Turcotte? Oui, oui. Et je l'ai eu souvent. Lui, c'est un spécialiste en prévention de l'Université Laval, puis un top-notch, puis il ramassait constamment les pharma, les big pharma, en disant, il nous pousse, nous autres, les médecins, à prescrire. Tu sais, tantôt, je parlais en introduction du patient qui veut avoir des pilules, mais les pharma vont vous courtiser, vous autres, les médecins, pour vous présenter des produits, puis ici, au Québec, on serait plus perméable à leurs arguments ou quoi? Qu'est-ce qui fait que les pharma poussent puis ça marche au Québec? Je crois que c'est le côté publicitaire qui est beaucoup, beaucoup plus développé au Québec. Ah ouais? Ah oui. À un moment donné, celui qui s'occupe de la pharmaceutique, qui va voir le médecin pour une compagnie X ou Y, qui va voir le médecin pour implorer d'avoir son médicament, bien, on est vraiment ouvert. Il y a beaucoup de laxisme là-dessus. Et ça, j'ai été surpris parce que des fois, je trouvais que les compagnies pharmaceutiques dépensaient beaucoup trop en médicaments, puis nous, on achetait tellement de médicaments. Puis au fond de ça, quand j'ai regardé les statistiques, c'est que... Puis les coûts des médicaments ne cessent d'augmenter. Hein? C'est 50 milliards au Canada de pilules. Puis tu sais, quand on dit que la moitié de ces médicaments-là sont inutiles, et c'est pas juste moi qui le dis, là, c'est un peu partout, même l'association de l'INSPQ, même la santé publique dit que sur nos personnes âgées, on prend beaucoup trop de médicaments. OK, allons-y justement morceau par morceau sur notre consommation, puis après ça, on parlera du pourquoi puis du comment. OK. Parce que moi, ce qui m'a frappé en préparant, là, c'est de voir comment il y a des médicaments qui deviennent à la mode. Les antidépresseurs, au Québec, il paraît qu'on en bouffe, là, beaucoup plus qu'ailleurs. Ozempic, pour maigrir, là, on prend ça, puis c'est la pilule magique. Au lieu de suivre une diète, on dit, on prend les pilules, puis tu vois les vedettes qui fondent, puis qui confessent avoir pris Ozempic. Donc, c'est quoi les médicaments qu'on prend le plus et qu'on n'aurait pas besoin de prendre? On aurait probablement besoin de prendre beaucoup moins, effectivement. Tu l'as dit, le premier médicament, c'est les antidépresseurs. Mm-hmm. On est champion, effectivement, consommateur au Québec de médicaments antidépresseurs. Pourquoi? Parce qu'on en veut ou parce que les médecins ont le crayon facile? Disons que faut bien voir que, tu as dit tout à l'heure au début que le patient, souvent, la personne va voir son médecin, puis il va avoir la solution de facilité. Hein? Il y a un symptôme, puis il y a une maladie. Quand il y a cette maladie-là, il y a une douleur qui l'accapare, et là, il va avoir quelque chose pour le soulager au plus vite. Donc, au lieu de se responsabiliser, lui-même, là, il attend une pilule miracle. Puis il n'y en a pas de pilule miracle, surtout pas pour nos maladies chroniques. Et de son côté, bien, le médecin, il est un peu pris par sa seule ressource thérapeutique, c'est les médicaments. Mm-hmm. Et je déplore un peu que même dans nos universités encore aujourd'hui, puis je me souviens quand je faisais des conférences,
il y avait des jeunes étudiants en médecine qui venaient voir, je parlais de l'alimentation, à quel point l'alimentation, c'était important. Ils venaient me voir à la fin et puis disaient « Ah, comment ça se fait, Dr. Brouillard, c'est tellement intéressant. » J'ai dit « C'est quoi votre curriculum au niveau de l'alimentation? » J'ai dit « Dans mon temps, c'était 4 heures. Sur 7 ans, c'était 4 heures. 4 heures à l'université. » Ben, elle dit « C'est 6 heures. C'est 6 heures sur les 7 ans. » Bien, voyons donc, moi, c'était comme ça il y a 46 ans. Et ça n'a pas de sens. Parce que ça, c'est fondamental. On va se tutoyer parce que dans la vie, on se tutoie, là. Tu sais que moi, tu le sais parce que tu es le premier à m'avoir diagnostiqué parce que Gaétan, quand il pratiquait avec moi. Et donc, mon taux de sucre était élevé. J'avais le choix ou de prendre des médicaments ou de changer ma diète. J'ai changé complètement ma diète. Quand je rencontre le monde, ils disent « Hey, t'es bien rendu petit. » Bien, j'ai perdu quelque chose comme 30-35 litres. Mais mon taux de sucre a baissé. Et là, j'arrive l'autre jour dans un restaurant. Le gars me dit « Hey, vous êtes bien rendu petit. » Bien, j'ai dit « J'avais des problèmes éventuellement avec le diabète. » Bien, dis-moi aussi, lui, il était à 13,50. Écoute, moi, je ne savais pas qu'on pouvait monter si haut que ça. Puis il est rendu à 5,8. Sais-tu ce qu'il a fait? Il a arrêté de manger ce qu'il mangeait. J'ai complètement... Le médecin m'a dit, peut-être qu'on devrait donner des pilules ou peut-être te piquer. Je dis, non. Il dit, je vais changer d'alimentation. Il a changé d'alimentation, puis il est bien correct. Alors, pourquoi les médecins... Le médecin voulait y passer la seringue ou la pilule, puis lui, il ne voulait pas. Ça, c'est un point intéressant parce que... Puis je me souviens bien, moi, à l'époque, quand on avait un patient qui était diabétique, on commençait à lui donner une médication. Puis souvent, ce qui arrivait après quelques années, il fallait donner un deuxième médicament parce que ce n'était pas suffisant. Et après un certain temps, ce n'était pas suffisant, on passait carrément aux injectables, à l'insuline. Mais sais-tu que depuis 10 ans, ça a été prouvé que le diabète, on peut le guérir dans 75 des cas. Ce qu'on appelle inverser. Inverser, revenir à la normale, et tout ça par un mode de vie, l'hygiène de vie, donc l'alimentation, l'exercice. Moi, j'en suis la preuve vivante, ça a marché, mon taux a baissé, puis j'ai eu plutôt de problèmes. Mais tu sais, je m'en vais voter il y a quelques années, puis c'était un moment où on avait parlé de ça en ondes, puis j'avais dit ça, là. Puis là, il y avait un couple qui accueillait au bureau de scrutin les voteurs. Puis la madame a dit « Ah, elle dit, j'ai écouté vos émissions là, sur le taux de sucre, là, puis mon mari, il fait du diabète. » Je dis « Oui, je fais du diabète. » Puis je dis « Oui, mais vous faites ce qu'il faut pour l'inverser. » Ah non, il dit « Moi, j'ai commencé, j'ai pris une pilule, puis après ça, 2 pilules, puis 3 pilules. Puis là, ils m'ont dit que j'allais me piquer. Je me pique une fois, ils m'ont dit 2 fois, mais moi, je continue à manger. Puis qu'est-ce que tu manges? Ben, j'aime bien la tarte au sucre, puis tout, tu sais, il n'a pas changé d'une seconde. Puis tu imagines, quand tu me dis une affaire comme ça, là, même si son taux de sucre, avec sa médication et son insuline, diminue à des valeurs plus ou moins acceptables, les effets secondaires de la maladie du diabète vont continuer. Ce patient-là va avoir un problème de cécité, va avoir un problème de maladie cardiaque. Oui, c'est pas parce que le sucre est rendu normal avec un médicament qui commence à le diminuer. Tous les effets de l'insuline anormale, de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline normale, tous les effets de la glycémie chez la personne vont créer un effet inflammatoire. Et donc, ce qu'on va avoir le plus, c'est des maladies cardiaques chez ces gens-là. Des troubles de cécité, perte de vue, etc., des problèmes vasculaires. Même s'ils prennent des médicaments? Même s'ils prennent. C'est bien décrit dans la littérature. C'est ça qui est malheureux. Les gens, ils pensent qu'en prenant une médication, il n'y aura plus d'effets secondaires de leur diabète. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que la glycémie redevient à peu près normale qu'ils ne sont pas pris, finalement, dans les symptômes dégradant, si on veut, d'une maladie comme le diabète. OK, là, on a parlé des antidépresseurs. Tu dis qu'il y en a trop, les gens en veulent beaucoup. Oui. Et c'est un réflexe que le médecin a donné pour calmer l'anxiété, dans le fond. C'est qu'on est très anxieux. L'anxiété, bien, c'est ça. C'est sûr que depuis... Déjà, on était très consommateurs au Québec d'anxiolytiques, donc les médicaments pour les nerfs. Puis depuis la pandémie, pendant la pandémie et depuis la pandémie, ce taux-là a augmenté encore d'à peu près 15 de plus, 15 à 20 Et ce qui est déplorable, c'est pas juste les adultes, même les adolescents. Tu sais, quand on enlève les relations entre des ados, là, ça, c'est vraiment pas évident là, pour eux autres. Fait que le taux de ces gens-là, de ces jeunes-là qui ont souffert d'anxiété, d'insomnie, c'était faraminable. C'était plus que ça, même si on n'en a pas parlé beaucoup, mais les dépressions avec les suicides. Ouais. Suicides. Il y a des colonies dans certains Inuits, là.
le taux de suicide a monté de 10 fois, Denis. Est-ce que ça peut induire les antidépresseurs? Je me souviens de la scientologie, l'Église scientologie qui militait contre ça parce qu'ils disaient que ça pouvait créer des taux de suicide importants. C'est vrai, ça? Effectivement, oui. Il y a eu oui, le Prozac ça a été documenté qu'à un moment donné, parmi les premiers antidépresseurs, pas les premiers, mais il y a une dizaine d'années, effectivement, le Prozac avait comme effet secondaire, à un moment donné, d'avoir, chez certains patients déjà très déprimés, suicidaires. Ils devenaient plus suicidaires avec ça. Mais on a dû améliorer ça un peu quand même, non? Bien, je te dirais, les dernières études, il y a à peu près 2 ans, montraient que finalement, les antidépresseurs qui devaient augmenter ce qu'on appelle notre taux de sérotonine dans le sang, donc l'hormone de bonheur, le neurotransmetteur de bonheur, finalement, on s'est aperçu que ça n'avait pas rapport. Et là, c'était quelque chose, là. Les compagnies pharmaceutiques nous disaient ça, puis finalement, on vient de dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne véritablement. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus, c'est qu'on a fait des tests, des compagnies, à un moment donné, des recherches ont été faites, de nouveau, et non pas toujours par la pharmaceutique qui va prôner ce médicament-là, parce qu'il faut bien voir qu'à quelque part, il y a des conflits d'intérêts. Fait que là, ils ont fait des tests, et finalement, les antidépresseurs ne sont pas supérieurs à l'effet placebo. Hey, mais c'est quelque chose, là. Alors que les oméga-3, te souviens-tu de David Servan-Schreiber? Oui. Que j'ai eu en entrevue à quelques reprises, un homme assez extraordinaire qui est décédé du cancer. Et il avait écrit un livre, un gros best-seller qui s'appelait Guérir, tu te souviens? Oui. Alors, lui, c'est un psychiatre. Et il disait que les oméga-3, mais pas n'importe quel oméga-3 là, que tu prends là, en pharmacie. À bonne dose. C'était des concentrations de DEH, je ne sais pas trop comment ça marche. EPA. Mais quand on avait atteint un niveau, et il disait que c'est ce qui calmait le plus l'anxiété, c'était des oméga-3 purs. C'est ça qu'il disait. Oui. Effectivement, les oméga-3, s'il y a bien un produit naturel qu'on doit prendre, parce que la nature ne nous en donne pas suffisamment dans notre alimentation et dans les produits de trop de transformation, c'est les oméga-3. Donc, EPA, le DHA principalement au niveau neurologique. Et ça n'a pas juste un impact au niveau dépression, au niveau humeur, ça a un impact aussi au niveau de toute la santé de l'individu, au niveau des maladies cardiaques également. C'est des acides gras essentiels. C'est un acide gras. Puis là, on dirait que dès que c'est du mot gras, on a peur de ça, puis on dit « Ah, maladie de cœur avec ça ». Fait que c'est effectivement très, très important de prendre des oméga-3, puis à grosse dose. Ouais. Le docteur Schreiber disait bien autour de 2,5 grammes à 3 grammes par jour. Ouais. Ce que, en général, les gens vont prendre peut-être un demi-gramme par jour, vont dire bon, c'est plus ou moins efficace. Mais il y a quand même des médecins qui prennent ça au sérieux parce que j'ai un proche qui a fait une dépression à un moment donné, puis il s'est fait prescrire un tas d'oméga-3. Il disait prends des oméga-3. Il a donné quelques antidépresseurs, mais il disait prends des oméga-3, puis il a pris des antidépresseurs pas si longtemps que ça. Donc, le gras, parlons du gras justement. Alors, parce que moi, j'ai une série de. J'ai préparé mes affaires parce que j'ai un tas de questions à poser. Ouais. Les anticholestérols, les statines. C'est la prochaine Parce étape. c'est ça qu'on est rendu. Parce que là, on dit, on essaie de bien manger, mais en même temps, le gras, ça se métabolise pas nécessairement bien. Puis on dit qu'il y a un char de monde. Rendu à 50 ans, là, on prend des statines, des anticholestérols, parce qu'on a tous à peu près un gros taux de cholestérol. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est cette notion de maladie cardiaque et de cholestérol et de statine est surfaite, vraiment surfaite, là. Et je te dirais que c'est le médicament le plus prescrit, en plus, pour les personnes de 65 ans et plus. Ben ouais. Ça rapporte, là, juste pour te donner une idée, là, c'est à peu près 28 milliards par année. Juste cette seule pilule-là rapporte aux pharmaceutiques. Et là, de plus en plus, on voit à quel point... Dr. Lorgeril, qui était ici il y a quelques années, disait qu'il était tout à fait contre les statines. Je vais donner un exemple, là. Tout à l'heure, tu as parlé de toi puis ton sucre. Eh bien, moi, j'avais un cholestérol augmenté, tout près de 7. Ah oui, c'est fort, ça. C'est fort. J'avais un triglycéride à 6,1. La normale, c'est 1,6. Ben oui. 6,1, c'est 4 fois la dose. Et quand je reçois, il y a peut-être une douzaine d'années, je reçois ce test-là, je dis « Oh, pelaire ». Et moi, j'avais une dent sucrée. Je n'avais jamais aucun diabète. Mon glycémie était belle, très belle. Mon hémoglobine glyquée était belle aussi. Mais je commençais à avoir probablement une résistance à l'insuline. Effectivement, j'ai fait passer mon test d'insuline, j'étais à 3 fois la normale. Et là, je dis ça. Puis là, à un moment donné, un de mes chums, il passe, puis il regarde ça, il dit « Hey, lui, ce patient-là a besoin d'une statine. » Je le regarde, je dis « Non. » Je dis « Ce patient-là, c'est moi, puis je ne prends pas de statine. » « Oh, tu commences ça? On verra. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai carrément coupé le sucre.
je me suis mis à une diète, surtout en majoritairement ce qu'on appelle une diète cétogène, principalement beaucoup de gras. Ouais, ça n'a pas d'allure. Hey, tu prends plus de gras pour traiter ton gras. Oui, si tu prends des bons gras, absolument. J'ai fait ça pendant 4 mois. Et sais-tu qu'après 4 mois, je regarde mon test qui était de 6,1, était rendu à 1,5. Et sans médicaments, là, sans statine. Normalement, là, j'étais un cas vraiment pour les statines. J'aurais pris ça pour le restant des jours des statines, avec les effets secondaires que ça va occasionner. Et le cholestérol qui était à 7, il était rendu à 5,7 à peu près. Es-tu resté low carb? Moi, j'ai fait la même démarche pour le sucre, là, quand j'ai vu que j'avais dépassé le 7, 7,2. Et j'ai fait le cétogène. J'ai fait comme toi, 3-4 mois. Puis après, je suis tombé dans le low carb. Là, je suis dans le low carb. Moi, le cétogène à vie, il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu déglingué là-dedans. Mais là, tu fais ton ménage. Tu fais ton grand ménage 3-4 mois. C'est ça. Puis après ça, ben là, moi, des carbs, j'en mange beaucoup moins. Je me bourrais de pain, me bourrais de chips, bon, j'ai laissé tomber tout ça. Là, puis c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais tu n'as pas eu besoin de pilules, dans le fond. Absolument pas. Aucun médicament. Et comme tu dis, tu fais une diète stricte au début là, pour dire, OK, là, on va remettre la pendule à l'heure. Et un coup que ça s'est placé au bout de 4-5 mois, tu redeviens low carb, tout simplement. Très peu de carbs comparativement à auparavant, puis augmenter les bons gras, effectivement. Et c'est très important, les bons gras, parce que le cerveau, c'est quoi? C'est 80 d'eau et de gras d'acide. C'est pour ça que c'est si important, les oméga 3, pour le cerveau aussi. Pas juste pour la mémoire, mais tout le fonctionnement de nos neurones. La connectivité cérébrale est incroyable, donc la mémoire, un paquet de choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de trouver une solution qui va être le plus naturelle possible. Parce qu'il faut bien penser qu'une statine, il va avoir des effets secondaires aussi. Ah oui. On s'aperçoit que... Les muscles, tu as mal aux muscles. C'est ça, des douleurs musculaires dans 15 des cas. Il y en a même pour qui ça va vraiment tellement sévère qu'il y a une destruction musculaire. Ça peut aller jusque-là. Ah ouais. Ils peuvent quasiment en mourir. Puis en plus, c'est qu'en enlevant de plus en plus des bons gras, c'est que tu risques d'avoir des problèmes de mémoire aussi plus vite. On s'est aperçu que donner des statines aux personnes âgées, là, c'est 50 des personnes âgées qui en prennent des statines. C'est épouvantable. Eh bien, on joue constamment pour leur effet au niveau mémoire aussi, au niveau cérébral. Et qu'est-ce qui fait que, quand j'ai commencé la médecine là, en 1976, la moyenne, le taux qu'on disait, il fallait que ça soit en bas, il fallait que ce soit pas dépassé 6,1. Et tranquillement, on est rendu à 5,1. Tranquillement, on a mis la normale à 4,1. J'ai même mieux, à un moment donné, ils ont été jusqu'à 3. Parce qu'à un moment donné, les pharmaceutiques ont dit, « Hey, gars, on fait des expériences, puis on s'est trouvé que ces patients-là, s'il y avait juste 3 de chiffres au lieu de 5 et 6, c'est encore mieux. » Fait que là, on a commencé à mettre encore plus de statine. Et là, ça a monté en flèche. À chaque fois qu'il y avait une diminution de 6 à 5, ça montait d'une couple de milliards par année. C'est sûr que ces gens-là sont à la bourse et donc ils ont des rendements à faire, tout ça, mais tu sais, j'ai fait un infarctus, moi, à cause du Vioxx. Je faisais de l'arthrose, j'avais pris du Vioxx. Puis bon, la compagnie ne l'avait pas dit. Puis, comme effet secondaire, chez certains, c'était la crise cardiaque. Bon, ça m'est arrivé, puis après, il a fallu que je change de régime de vie, etc. Puis, ça a bien fait pour ça, là, au moins. Là. Mais il y a une chose qui était spéciale, c'est que mon taux de cholestérol ne devait plus dépasser 2. On va te dire, à 2, là, tu ne manges pas grand-chose. Là. Parce que ceux qui ont fait des infarctus, on nous disait, au-delà de 2, ça ne marche pas. Alors, j'ai laissé tomber avec le temps. Même des fois, j'ai un ami, justement, une personne âgée qui a 60 ans et qui ne mange plus d'œufs. On s'en va au restaurant, l'autre fois, je dis, mange pas ça des œufs. Mais pourquoi donc? Il y a du cholestérol dans l'os, dans l'œuf. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas... Explique-moi, là, es-tu bon de manger des œufs ou t'es-tu mieux de prendre... T'as bourré de statine de manger 3 œufs ou ça a-tu rapport? Non, c'est épouvantable. C'est vraiment pas dire aux gens la réalité de ce qu'ils doivent manger. Moi, j'ai dit, j'avais déjà écrit quelque chose, je craque pour toi, mon coco. Et puis, c'est effectivement très bon pour la santé des œufs. Il y a eu des études qui sont sorties l'an passé, comme quoi les gens qui mangeaient 2 œufs à tous les jours par rapport à la population générale avaient moins d'infarctus et moins de maladies cérébrovasculaires. Ah ouais.
C'est du n'importe quoi. Puis quand tu penses à ça, là, moi, ça m'a toujours fait, je dis, ah non, ça se peut pas que des œufs, ce soit pas bon pour la santé. S'il y a bien un aliment naturel. Qui est à base de tout. Qui est à base de tout. Et c'est le gâteau, jaune ton du pain, cholestérol. n'importe quoi. Et c'est quoi du cholestérol? Savais-tu que si tu n'avais plus de cholestérol, tu t'arrêtes là? Ouais. Le cholestérol, c'est le précurseur de toutes tes hormones mâles, que ce soit les hormones femelles, toutes tes... les membranes cellulaires, chaque cellule, il faut qu'elle ait du cholestérol autour. Et c'est ça qui permet de garder la santé et la plasticité, si on veut, de nos membranes cellulaires. Donc, c'est incroyable à quel point le cholestérol est essentiel à la vie. Pas de cholestérol, pas de vie. Fait qu'il faut arrêter de vouloir diminuer ça tout le temps. Mais il y a des cas, par exemple, il faut. Moi, j'ai un ami de ouais. famille, là, ils ont tous fait des infarctus. Puis son père, je ne sais pas, c'était des taux, là, tu sais, des 8, 9, 10, je ne sais pas trop. Hypercholestérolémie familiale. C'est ça. Puis le frère de mon chum, à un moment donné, il y a eu avant qu'on ait l'assurance médicaments, tu sais, c'était pas assuré, là, mais ça coûtait 80$ par mois, je ne sais pas quoi. Puis il dit, moi, pas d'argent. Puis il n'a pas payé ça pendant 5-6 mois, puis il a fait un infarctus tout de suite. Donc, tu sais, il faut qu'il en prenne eux autres, parce que, tu sais, dans la famille... oui, ça, mais c'est des cas... tu sais, des cholestérolémies familiales comme ça ne court pas les rues, là. On n'a pas tant que ça. Ouais. Fait que pourquoi donner des médicaments anti-cholestérol contre tout le monde alors qu'au fond, ce qui est d'abord plus important, c'est d'avoir une hygiène de vie. Ouais. C'est vraiment plus à propos de ça. Mais l'autre problème... Le fait d'avoir une statine, en passant, ça ne t'empêchera pas d'avoir une maladie de cœur. Il faut faire attention. Ouais, là. ouais. Les gens, ils pensent parce qu'ils ont des statines, ils n'ont plus de maladie de cœur. Ben non. Ça va peut-être être autour de... Tu vas diminuer peut-être tes chances de 15 Si tu ne fais pas d'exercice, ça... C'est ça, si tu ne fais pas d'exercice, si tu continues à mal manger, à bouffer trop de sucre, parce que le sucre aussi, le sucre est responsable le sucre est responsable des maladies de cœur encore plus que le cholestérol. Plus que le cholestérol. Et puis on n'en parle pas de ça. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Hein? On n'en parle pas. Commence à peine. Des fois, je vois des produits, c'est écrit sans sucre. Mais tu regardes le taux de carb, il y a 48 grammes. Tu dis sacrément, comment... il n'y a pas de sucre, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas quoi. Je parlais des œufs tout à l'heure. On est arrivé de Virginia Beach il n'y a pas longtemps. On était faire du vélo là-bas. Et il y avait des œufs blancs. J'ai dit, c'est quoi ça? Bien, il dit, c'est tout. On a tout enlevé le jaune. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, ça peut-tu être dénaturer la nature de l'œuf que d'enlever son jaune? Comment il enlève ça? Ben, je ne sais pas. C'est pas dur à faire. Je pense que quand tu le casses, tu enlèves le... Oui, fait que là, ils font des omelettes blanches. J'ai dit, c'est quoi ça, des omelettes blanches? Des omelettes sans colle. Ben, j'ai goûté, moi, c'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Puis c'est surtout pas santé. Oui, en plus. C'est pas santé. Mais l'autre problème pour le cœur, c'est la pression. Oui. Si tu fais de la pression, il faut quand même que tu contrôles tes affaires. C'est bien beau dire je mange plus de sucre. Si tu as trop de pression, ben, ça saute. Là. Oui. Là, tu parlais du Vioxx que tu as pris. Là. Ouais. On t'a donné du Vioxx comme ça. Donc, un Inflammatoire. anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce n'est pas de la cortisone, c'est moins dangereux. Mais une des conséquences de ce médicament-là, qui est un anti-inflammatoire, comme la plupart de tous les anti-inflammatoires, c'est augmenter la pression artérielle puis augmenter les maladies de cœur. Ah ouais. Fait que les gens là, qui vont chercher du Motrin, d'Advil, constamment, il y en a qui prennent ça tous les jours pour leur arthrose. Ah ouais. T'es mieux avec le Tylenol, donc. T'es mieux avec le Tylenol. Encore là, même le Tylenol. Parce que ça va faire monter ta pression tout le temps et tu vas faire une maladie de cœur. Puis on ne dit pas trop, ça. C'est pas parce que c'est tablette que c'est pas dangereux. Ouais. Tout médicament qu'on prend de façon continue, à un moment donné, va finir par avoir une répercussion. Et toi, ça n'a pas été long, hein? Ça a été quelques mois après, infarctus. Ouais. Et je me souviens très bien à l'époque, c'était un tour de force. Pourquoi qu'il s'est ramassé comme en premier? C'était le médicament le plus prescrit en l'espace de 3 ans. Ouais, c'était la vedette. Là. C'était la vedette. C'était comme le Klondike, là, presque ça. Puis, et déjà, là, quand j'allais aux États-Unis, on disait « Oh, ça va endommager l'endothélium. » Donc, les parois, à l'intérieur des parois, ça va endommager et ça va créer des maladies de cœur. Je me souviens qu'on avait écrit là-dessus, puis des spécialistes là-bas, des grands chercheurs, Dr. Bland aussi, qui avait fait 200 papiers, des cardiologues, ont dit « Non, il faut arrêter ça. » Ils ne l'ont pas arrêté. Ça a pris 3 ans avant que le FDA dise « OK, on va régler ça. » Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Là, c'est des 100 000 personnes qui sont mortes de ça, qui ont eu des infarctus. Il y a eu un recours collectif. Là. Ah, il y a eu un recours collectif de 4 milliards. Ils ont gagné hors cours 4 milliards. Mais les 3 ans qui ont continué, c'est 3 milliards par année pendant 3 ans. Ça fait 9 milliards. Puis combien? 4 milliards, c'est correct. Tout le monde est quitte.
c'est des choses qui devraient plus arriver, ces choses-là. Mais Surtout qu'on en avait plein d'anti-inflammatoires. Pourquoi un autre qui n'était pas meilleur que les autres? Oui, il était supposé. Il était C'est supposé. ça, quand tu passes une patente, là, tu vois, là, ils sont vraiment C'est la sur publicité. Ozempic, là. J'ai hâte Ouais. de voir dans 2, 3, 4, 5 ans, là, moi. En tout cas, je ne prendrais pas ça juste pour... Tu sais, ça a été inventé pour les diabétiques, puis ils prennent ça même pas pour pourquoi ça a été inventé. Mais parle-moi, moi, je reviens à la pression parce que, tu sais, dans le fond, quand on vieillit, c'est le cœur, la pression qui monte, puis la douleur. Hein? On est là-dedans, là. Alors, la pression, quand tu te fais dire tu fais de la haute pression, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais de l'exercice, puis tu manges pas de sel, il n'y a plus grand-chose à faire, non? À part prendre tes pilules. J'en faisais de l'hypertension, moi aussi. Puis- J'étais un individu relativement sanguin, si on veut, puis j'étais facilement stressé quand il arrivait le temps des examens en médecine. Oui, Je c'est faisais vrai, de la c'est fou pression pour à nous autres, 160, là. Ouais, ouais. 160. Et comment j'ai fait pour... j'ai dû en prendre à un moment donné un peu très doux, de façon sporadique, parce que je ne prenais pas constamment, moi, la pression. Parce que si je n'étais pas stressé, ma pression s'en allait comme ça. Donc, j'ai fait plus d'exercices. Et c'est automatique, hein? Quand tu commences à faire de l'exercice, même la journée où tu en fais, tu prends ta pression avant et après l'exercice, ta pression a déjà diminué. Puis des fois de 15-20 mm de mercure, c'est incroyable. Donc, l'exercice, l'alimentation va y faire pour beaucoup aussi. Le stress. S'il y a bien quelque chose qui actuellement est phénoménal dans la population, puis depuis quelques années, ça ne fait que bondir, c'est le stress dont les gens vivent actuellement. Puis c'est le stress, pas juste c'est les adultes, même les enfants. Je regarde à l'école, les enfants sont stressés. Mais Les enfants sont tout est plus fait jeunes. en fonction Oui. de ça. Ça, là, ça Ah ouais. calcule. Quand tu calcules, là, tu sais, le nombre de clics, le nombre de n'importe quoi, il calcule tout là-dessus. Alors, l'enfant qui est à l'école, puis son ami, il a 216 amis, puis lui, il en a juste 42. Il est donc reject, tu sais, ça a pas... Non, mais je veux dire, tout s'auto-calcule. Oui. Puis, dans le monde du travail, Ils se comparent tous avec ça. Là. mais ça, ils sont capables, le téléphoniste, ils vont savoir combien d'appels elle a répondu pendant 1 heure. Puis, hey, hier, tu en as répondu 14 de plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu te pognes le beigne ou quoi? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment. Tout est calculé. La performance est devenue. On le sait, on ne s'en rappelle pas là, que c'était pas de même avant. Là, tu sais, c'était autre chose. Mais là, on est tellement compressé par l'évaluation de la performance, les coupures de poste, tu sais, puis, tu sais, la vie est plus dure à ce niveau-là que ça l'était avant. À mon sens, à moi. Là. Tout à fait. Puis ça commence très jeune. J'ai vu beaucoup de jeunes enfants, à un moment donné, tellement stressés là, qu'on les qualifiait, par exemple, de TDAH qui commence, de dépression. Ils font des pipis au lit pour rien à 7-8 ans. Oui, mais ils sont juste stressés. On demande tellement... Tu sais, un enfant, quand c'est jeune, 6-7 ans, encore 8 ans, c'est des enfants, c'est de la création qu'ils ont besoin. C'est pas faire 1h30 de devoir tous les soirs. C'est là qu'on crée déjà, en partant, c'est ces enfants-là, un syndrome de stress qui vont durer toute la vie après ça, s'ils ne sont pas capables de se détacher. Fait que je te dirais que Puis c'est pas juste moi qui le dis, mais 80% d'à peu près toutes nos maladies, l'origine est psychologique aussi. Ah ouais. C'est incroyable. Incroyable. De Mais plus en plus. Moi, je me suis toujours posé la question. Si on est capable de se rendre malade pour des questions psychologiques, on est-tu capable de se guérir avec notre psychologie? Oui. Mais tu sais, là, c'est révolutionnaire ce que Ouais. tu dis là. Moi, j'ai eu un cancérologue qui était venu me dire ça à TVA. Et il s'est tellement fait varloper, là, je veux dire, il y a eu un anathème de prononcer contre lui parce que dans la médecine traditionnelle, a dit OK, tu as un bon moral, tu te fais soigner, puis ça va aider, mais dans le fond, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est nos potions qu'on te donne, puis les opérations qu'on fait. Et donc, tu ne te rendras pas malade, peu importe le moral que tu vas avoir. Tandis que là, on est en train de dire qu'on peut guérir. C'est encore plus gros que ce que les autres disent. On peut guérir, on peut aller à la source. Parce qu'il faut bien comprendre que la plupart des maladies, par exemple cancéreuses, qu'on va traiter, on ne va pas nécessairement à la source. Non. On va ramener l'individu, soit qu'on le bombarde avec de la radiothérapie, soit qu'on donne de la chimiothérapie, qui va faire en sorte que tout le système va comme dégrader, puis on espère que l'individu va reprendre ses bonnes cellules puis qu'il va revivre avec ça. Mais tu vois que c'est un système où on y donne une chance, mais on n'est pas sûr de la réussite parce qu'on va tellement l'hypothéquer au niveau de sa santé que le cancer va partir en premier, puis ce qui va rester, il va être capable de reprendre le dessus. Mais, non, Marc, si c'est pas ça, si c'était pour mourir parce qu'il est là, le cancer, tu aussi mettre de faire ça, puis tu vas être là quelques années. Mais tout ça fait en sorte que
on réalise de plus en plus que le corps humain, la chose qu'on peut se poser la question, comment ça se fait qu'on a de plus en plus de cancer? Moi, je suis médecin, là, puis plus en plus de diabète, plus en plus de maladies de cœur, des maladies auto-immunitaires qui ne cessent de programmer. Mais c'est quoi la qualité? C'est quoi dans quoi je peux être fier en tant que médecin un jour de dire « Hey, on a réussi à avoir moins de maladies. » Non, c'est plus que jamais. Fait qu'il faut se poser la question à un moment donné. C'est-tu parce qu'on vieillit ou c'est peut-être juste on parce vieillit qu'on pas plus? On vieillit pas plus. Non, non. Il y a des centenaires qui vivent dans les petites régions d'Italie, là, tu sais, ce qu'ils appellent des blue zones. Tu sais, des gens, ils ont 110 ans là-bas, puis ils sont encore ensemble. Les Japonais aussi. Des Japonais aussi. Parce qu'ils mangent du poisson, ils disent. Il y a une bonne alimentation. Et qu'est-ce qui fait la différence, là? Tu sais, ils s'assoient tranquillement, puis ils regardent le soleil, ils vont chercher quelques légumes. C'est des gens dont le stress est à peu près zéro. Ils ont les relations familiales très, très, très intimes et le stress est à peu près zéro, comparé à nous ici. Là. Mais toi, est-ce que tu aurais mis un X sur le stress que tu as vécu comme médecin pour vivre plus longtemps? Tu as fait une vie plate et longue. Là. Regarde, moi, je suis à la retraite et je viens faire ça là, quand même. Oui, mais c'est pas ça. La question, c'est pas de rien faire. La question, c'est de faire quelque chose dans lequel tu es bien dedans. Est-ce que tu peux être médecin et soigner 10 personnes à l'heure puis pas être stressé? Ça se peut pas. Bien, comment ça se peut pas? Tu peux? Tu veux dire juste voir 10 patients à l'heure? Non, 10 patients à l'heure, impossible. Non, mais ce que je veux dire, quand tu es comprimé par le système, il faut que tu produises. N'importe qui travaille dans une usine, il faut que tu poses tant de boulons, puis quelqu'un qu'il faut qu'il écrive tant de mots, je sais pas quoi. Okay. C'est sûr que si au bout, il y a une punition parce que tu n'as pas vu tes X patients, bien là, j'avoue que c'est un stress aussi. Donc, là, il faut voir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller du tout au niveau thérapeutique avec un cancer. J'ai rencontré, je ne sais pas si tu connais Sophie Rice, qui a écrit Un cancer en cadeau. Et cette jeune femme-là, ce qu'elle a fait, elle a dit, oups, elle a super santé, là, tout à coup, cancer du sein, là, 39 ans, cancer de sein. Wow! Tout d'un coup, boum, comme ça, puis c'est un cancer grade supérieur, là, puis un cancer très morbide, si on veut. La rapidité, si on veut, d'installation est phénoménale dans ce genre de cancer de sein. Et elle s'est dit, oh, je ne voulais pas avoir de chimio. Fait que finalement, elle a compris que, OK, dans mon cas, je vais aller chercher la chimio, mais je vais faire un paquet d'autres choses en même temps. Fait qu'elle s'est tournée vers les médecines intégratives pendant tout ce temps-là. Et cette femme-là a passé à travers son cancer de façon haut la main. Elle n'a même pas perdu ses cheveux. Ah ouais. Elle n'a même pas perdu ses cheveux. Puis là, elle était quasiment... Elle dit, comment ça se fait qu'on ne nous enseigne pas qu'il y a des techniques qui font que je ne suis pas obligée, parce qu'elle était une très belle femme avec des beaux cheveux. C'est sûr que je m'en allais perdre tous mes cheveux. Puis il n'y a personne qui a voulu me dire, « Hey, non, il y a moyen de sauver tes cheveux. » Mais c'est vrai que c'est parce qu'un n'empêche pas l'autre. C'est qu'à partir du moment où tu épouses un peu cette lignée-là de la médecine douce, c'est comme si tu te faisais dire que tu étais comme anti-traditionnel. Moi, j'ai un médecin traditionnel, mais j'allais chez l'ostéopathe. Maintenant, j'en ai moins besoin. Et je me souviens, un jeune proche de la famille qui étudie en médecine, tu me parlais tantôt du nombre d'heures d'études dévolues à certains aspects. À lui, j'ai dit, moi, j'ai fait avec mes mains, là, puis c'est lié à la digestion. Là, il me stimule la digestion, me fait du bien. T'es sûr de ça? Bien, je dis, oui, c'est un ostéopathe. Puis, mais je dis, ostéopathe, c'est tous des charlatans. Comment, où c'est que tu as pris ça, toi, que les ostéopathes, c'est tous des charlatans? Il dit, c'est mon professeur de je ne sais pas trop quoi, en médecine. Il t'a dit ça? Hey, écoute, en France, la moitié des ostéopathes, c'est des médecins. Mais c'est ça qu'on enseigne ici, je veux dire. Ça, c'est un bon point. Puis je pense qu'il va falloir vraiment commencer à travailler de ce côté-là. Tout à l'heure, je t'ai parlé à quel point l'alimentation, c'est important dans notre vie. Et quand ces deux jeunes femmes-là sont venues me voir, deux étudiantes en médecine, se sont dit, on en a juste 6 heures par 7 ans, pour le 7 ans malin. Comme si l'alimentation, c'est quoi? Fait que là, elle dit, c'est pas tellement ça qui est le plus grave. Je dis, comment ça? Puis elle dit, la personne qui nous a donné nos cours en nutrition, à la fin, elle dit, de toute façon, elle dit, c'est pas si important que ça, là, l'alimentation. Elle dit, on a des médicaments aujourd'hui. Mais tu sais, les jeunes médecins qui ont ça dans leur tête, à quelque part, là, ben écoute, ils vont penser comme ça. Je trouve ça malheureux qu'à part la médecine, à part la pharmaceutique, que nos médecins ne connaissent pas c'est quoi l'ostéopathie, ne connaissent pas c'est quoi l'acupuncture.
Il faudrait véritablement commencer à les former aussi dans ces approches-là. Et le système de santé s'en porterait que mieux. Hein? Ce que tu as fait, toi. Ce que j'ai fait. Tu as étudié en acupuncture, ostéopathe. Ostéopathie, oui, beaucoup. J'étudie même la chiropraxie. J'étudie l'hypnose. Naturopathie, ostéopathie. C'est déjà pas mal. Travailler le reiki. Ouais. Tu sais, j'ai fait plusieurs techniques. Mais c'est important parce que dès la tendre enfance, on le dit, on est stressé, puis il arrive un âge où le stress, il fait mal. Tu sais, ça devient de la douleur, que ce soit de l'arthrose, l'arthrite, les maux de tête, les migraines. Il y a plein de gens qui ont des migraines. Maladie de cœur, même. mais qu'est-ce que tu leur dis? Ben, vous va prendre une marche, puis alimente-toi bien. Ils veulent les médicaments pour plus avoir mal, là, quand même. Bien, souvent, il faut que les gens aillent au bout, dans le sens qu'ils ont tenté une approche médicamenteuse, puis s'aperçoivent que ce n'est pas la solution, parce que là, il y a un autre problème qui arrive au bout de ça, puis ça finit plus, un autre médicament encore. Il faut comprendre que les médicaments traitent le symptôme. Il y a vraiment une différence entre la cause de la maladie ou le symptôme. Et quand tu traites le symptôme, tu ne traites pas la maladie. Tu traites, ça paraît bien, mais ta douleur, je vais prendre au pire, là. OK, tu as pris un analgésique pour une douleur X, soit une douleur dans la tête, et finalement, en arrière de ça, bien, c'est une tumeur cérébrale qui commençait, supposons-là, tu sais. Oui, OK, bien oui, il aurait fallu trouver tout de suite la cause de ça. Donc, on va traiter la cause. Comme on fait en médecine, on le fait. Mais au niveau des problèmes, par exemple, digestifs, on dit, tu as des brûlements d'estomac. Ça, c'est un autre produit qui, à mon avis, on devrait de plus en plus couper, c'est les antiacides. S'il y a bien quelque chose qui est anormal, c'est plus avoir d'acidité dans l'estomac. Ouais. L'estomac, l'acidité, là, c'est autour de 2. C'est très acide, 2. C'est important d'avoir une acidité acide, l'acidité de l'estomac, parce que c'est avec ça qu'on digère nos protéines puis nos graisses. C'est ça qui bouffe la bouffe. C'est ça, oui, qui va commencer à morceler. Sinon, la digestion ne se fait pas bien après ça. Fait que si les gens ont des brûlements d'estomac, on dit, tiens, on va prendre ça. Puis ils prennent ça à vie à un moment donné. Ben non, ça ne marche plus, là. D'un autre côté, je voyais un papier il n'y a pas longtemps, il y a longtemps, en tout cas, ça disait que si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.